Un peu plus de 2 ans à peine après le 6 février 1934, voilà que l'élection au suffrage universel, réalisant le pire de ce que les possédants pouvaient redouter d'elle, portait au pouvoir le Front populaire et rétablissait du même coup dans les rôles qu'il tenait avant le surgissement des émeutiers Jean Moulin et Pierre Cot, le premier comme chef de cabinet du second, qui redevenait ministre de l'Air. Or, la Chambre des députés comportait désormais 72 communistes. Quand la politique menée d'abord par Léon Blum, puis par Édouard Daladier, dérivera de plus en plus à droite, si pas même à l'extrême droite, elle se heurtera aux freins constitués par ce groupe communiste, il faut le redire, de 72 membres. Et tandis que Pierre Cot et son chef de cabinet Jean Moulin s'éloignaient du gouvernement, le Parti communiste, par ses 72 élus, interdisait à Daladier de mener la politique de conciliation avec Hitler que lui recommandait un gouvernement britannique adepte de la stratégie dite d'apaisement. C'est alors que survint le pacte de non-agression germano-soviétique du 23 août 1939 qui allait mettre fin aux manœuvres tendant à projeter contre l'URSS l'ensemble des États capitalistes européens rangés derrière l'Allemagne. Un mois plus tard, le 26 septembre 1939, le Parti communiste est dissous. À la Chambre des députés, la voie est désormais libre pour ce glissement vers l'extrême droite qui conduirait, après la défaite militaire organisée de mai-juin 1940, à remettre les pleins pouvoirs à Philippe Pétain, avec obligation pour lui d'élaborer une constitution qui, en temps de paix, aurait pu être celle dont le comité Bardou, dont j'ai déjà parlé, était porteur. Comme on le sait, tout cela devait échouer lamentablement. Venons-en tout de suite à la situation de 1958. Pour la 4e fois depuis la libération, l'Assemblée nationale comporte non plus 72 députés comme avant la guerre, mais 150 sièges ou plus qui sont détenus par les communistes. C'est donc 2 fois plus qu'au temps du Front populaire. Comment sortir d'une telle situation? Comment voter les lois dont les possédants ont besoin avec une telle invasion du pouvoir législatif représentatif du suffrage universel par les porte-paroles, en particulier de la classe ouvrière et derrière elle de l'ensemble du monde du salariat. Au-delà, comment faire enfin triompher cette réforme constitutionnelle qui ferait fléchir le pouvoir législatif devant un pouvoir exécutif véritablement
pesons nos mots souverains. Il n'y a plus la débâcle de 1940, mais il y a pire. Du fait des synergies anticolonialistes qui se sont développées entre deux conflits successifs déclenchés à la suite de deux décisions prises en mai et en septembre 1945 par Charles de Gaulle, Algérie, puis Indochine, une guerre civile ravageuse et marquée par des atrocités sans nom se déroule à l'intérieur des départements français situés sur l'autre rive de la Méditerranée. Ainsi, embarquée dans une affaire militaire impossible, l'armée de métier, défaite en Indochine dès 1954, a été rejointe par le contingent des appelés sur décision d'un François Mitterrand. N'est-ce pas De Gaulle qui a directement et indirectement conduit la France là? N'est-ce pas à lui donc de lancer toutes les forces vives du pays vers la reconquête du terrain perdu? N'est-ce pas le sens des discours qu'il n'a cessé de faire pendant toutes ces années, en France comme en Algérie, à propos d'abord de l'Indochine, puis à propos de l'Algérie, depuis qu'il a quitté le gouvernement au tout début de 1946. Chiche, répondra De Gaulle. Mais il faut qu'on m'en donne les moyens. Ce seront donc les pleins pouvoirs, y compris celui de mettre au point, à lui tout seul, si possible, le texte d'une constitution qui ne pourra en aucun cas, ce texte, être débattu sur la place publique, ni même au Parlement. Nous voici revenus au Pétain de 1940. Mais cette fois-ci, la réussite sera au bout du chemin. Mais en attendant, à quoi bon discuter cette constitution sur la place publique ou dans les assemblées? Comme nous le savons, l'essentiel en était établi depuis plus de 20 ans déjà, en particulier par Jacques Bardou, le grand-père de Valéry Giscard d'Estaing.